Chère Eva, je suis très très contente de t'accueillir enfin à Thénois dans ce programme qu'on a ici de temps en temps qui s'appelle Projection. Le principe il est simple, c'est qu'on va avoir une conversation et je vais parfois te projeter une image et t'inviter à y réagir, voir qu'est-ce que ça suscite chez toi cette image, qu'est-ce que ça t'inspire. D'abord avant de commencer, je voudrais te dire quelque chose que je t'ai dit plein de fois, mais je veux te le redire quand même maintenant, à quel point ces dernières années tu as été pour moi une source d'inspiration. Des articles que tu as écrits dans la presse israélienne et ici en France, des articles que j'ai lus en anglais, en hébreu, en français, et puis aussi des conversations qu'on a eues très souvent, toutes les deux, parfois en face à face, autour d'un café, parfois au téléphone, ont été pour moi un vrai pilier de réflexion et parfois de consolation. Donc c'était vraiment important pour moi de t'accueillir ici aujourd'hui. Alors la première image que je voudrais te proposer dans un instant, elle est d'une certaine manière une entrée en matière dans ce temps de projection. Une question que j'aime souvent poser aux gens et que je voudrais te poser à toi. Alors ça paraît étonnant, on voit ici une femme qui se regarde, une belle photo en noir et blanc d'une femme qui se regarde dans un miroir. Il y a quelque chose qui m'obsède, une question que je voudrais te poser maintenant, qui m'obsède à titre personnel. Je me pose la question de est-ce que je suis moi la même que celle que j'étais il y a 2 ans et demi ou il y a 3 ans, avant le 7 octobre ou au jour du 7 octobre? Est-ce que d'une certaine manière, quand je me regarde dans le miroir, je suis la même personne? Est-ce que je pense la même chose? Est-ce que j'ai changé dans mes points de vue? Est-ce que je suis restée la même? Et je me demandais comment toi tu réagissais à cette question. D'abord, est-ce que c'est une question que tu te poses? Est-ce que tu as l'impression que tu es la même Eva Illouz que tu étais, on va dire, en septembre 2023? Non. Alors, non seulement je me suis posé la question souvent, mais on me la pose très souvent, et je la pose aussi souvent, parce qu'il me semble que ne pas être affecté par les grands événements de l'histoire, ça demande d'être complètement imperméable au monde. Je ne voudrais pas du tout être imperméable. Non, le 7 octobre m'a profondément changé. Il a complètement, je dirais, réaménagé l'appartement et les meubles de l'appartement de ma pensée. C'est intéressant comme image, comme si c'était un déménagement intérieur. C'était un déménagement intérieur, c'est exact. Alors, est-ce que c'est un déménagement où c'est complètement changé et la façon dont on distribue les pièces et les meubles dans les pièces? C'est plutôt ça, parce que je n'ai pas complètement changé de maison. Justement, c'est le premier point. J'étais de gauche, je suis restée de gauche, mais je désavoue complètement aujourd'hui la gauche, ce qu'on appelle la gauche progressiste et mondiale, celle qui a réagi aux événements du 7 octobre en les célébrant ou en les justifiant. Donc cette gauche-là ne peut absolument plus faire partie de mon paysage mental. Et je me suis retrouvée comme d'autres après. En fait, ça s'est fait progressivement, mais je me suis retrouvée orpheline. Orpheline en ayant le sentiment que je pourrais jamais sans doute souscrire à ce qu'on appelle la droite, mais je ne pourrais plus être, en tout cas, faire partie de cette gauche-là. Alors, donc ça c'est une première chose. Et je crois que pour la première fois de ma vie, j'ai compris qu'il y avait une sorte de condition juive qui était irréductible. Et parce qu'on se sentait tous en fait protégés et par la démocratie et par la mémoire de la Shoah. Et en fait, le sentiment assez violent d'être nié dans mon existence d'israélienne et de juive par ces meutes hilares ou enragées qui ont défilé à peu près partout dans le monde, ce sentiment-là me donne pour la première fois le sentiment à la fois d'être en sécurité, mais surtout que cette attaque est venue du fin fond de la démocratie elle-même. Et ça, c'est extrêmement perturbant. C'est Freud qui avait cette notion de la Unheimlich, quelque chose qui est familier, mais qui devient d'inquiétante étrangeté. C'est-à-dire c'est quelque chose qui nous est familier et qui tout à coup nous devient étranger et menaçant. Et c'est ça la gauche progressiste. C'était quelque chose, c'était une maison pour moi qui est devenue très inquiétante et menaçante. Et peut-être c'est marrant parce que tu parles de famille d'une certaine manière, parce qu'en fait tu dis je me suis retrouvée orpheline, comme si ta famille naturelle n'était plus ta famille.
mais qu'il y a quelque chose qui te relie à l'identité juive, à ta famille juive à ce moment-là, ou à une condition juive éternelle, je ne sais pas comment tu l'as formulé à l'instant, qu'il y a quelque chose qui te relie à cette éternité-là, à cette identité-là? Je t'avoue qu'après avoir passé 30 ans, plus de 30 ans en Israël, la condition juive m'intéressait assez peu. Forcément, on est au milieu d'une majorité juive, et donc, et c'est, si tu veux, ce qui se passe quand on devient israélien, c'est que cette condition de minorité juive n'existe plus finalement dans l'identité, on devient une majorité. Donc du coup, la judéité ne m'intéressait plus, précisément parce que j'étais devenue une majorité. Et c'est un petit peu ce nouveau juif qui m'a intéressée, c'est plutôt la nationalité israélienne qui m'a intéressée. Et le 7 octobre m'a renvoyée de façon très violente à ma judéité et au sentiment que en fait, c'était, que je ne pouvais pas y échapper, qu'on ne pouvait pas collectivement y échapper. Oui. Alors, tu as parlé de cette gauche dans laquelle tu te reconnaissais plus, avec laquelle tu faisais plus famille. Tu en as magnifiquement parlé dans le tract, peut-être on va le voir là, le tract qui a marqué beaucoup de gens, que tu as publié un peu après les événements, le 8 octobre, généalogie d'une haine vertueuse. Là, tu parles de ce que tu évoquais tout de suite, de ces scènes de liesse, notamment à New York ou dans plein d'endroits, dans des campus américains, une sorte d'exaltation qui va tout à coup éclipser complètement la compassion, comme s'il n'y avait pas de place pour la compassion. Et tu développes l'idée très forte d'un antisémitisme vertueux en opposant un camp du bien, un camp du mal, un camp du mal étant aux yeux de beaucoup de gens, finalement la sphère de pouvoir dans laquelle on va mettre en vrac plein de choses, les juifs, les blancs, la masculinité, puis de l'autre côté un camp du bien. Comment est-ce que t'expliques toi que le monde universitaire notamment, que le monde intellectuel, qui devrait être champion de la complexité ou de la nuance, se soit engagé dans ces raccourcis et dans ces simplifications? Je crois que ça a des origines multiples. Mais la première, je dirais que c'est que les sciences humaines et sociales se battent du côté de la justice. Et que leur épistémologie, c'est une épistémologie qui veut démasquer et dénoncer le pouvoir, où qu'il soit. Donc, à partir de ce moment-là, disons si j'ai raison, si c'est le noyau épistémologique des sciences humaines et des sciences sociales, ça veut dire que tout notre savoir va être dirigé vers et organisé autour de la question de savoir qui a le pouvoir, qui le cache et comment. Donc, dans ce cadre-là, après les années 70, les minorités ont fait une entrée en force dans l'histoire, en tout cas celle de l'Occident. Et en faisant une entrée en force, les minorités ont réussi à créer de nouvelles épistémologies et de nouvelles formes de savoir, qui d'ailleurs, je pense que si on regarde la condition féminine, ces nouveaux savoirs ont été absolument salutaires. Il y a véritablement un point de vue, par exemple, féminin sur le social. On ne comprend pas la société de la même façon selon qu'on regarde les hommes ou qu'on regarde les femmes. Donc, je ne veux surtout pas qu'on interprète ce que je dis comme une façon de rejeter en bloc ces nouveaux savoirs. Exactement, tous ces nouveaux savoirs. Mais je dirais que le point de ralliement donc, de ces savoirs, c'est le pouvoirisme. L'idée que toutes les relations sociales sont des relations de pouvoir et que la fonction des universitaires, c'est de découvrir, démasquer les formes multiples et diverses du pouvoir. Et là, on peut mobiliser aussi bien la théorie féministe que Foucault, que Marx ou Gramsci. Donc, tout ça est mobilisé pour cette grande entreprise. À partir des années 2000, je dirais, le postcolonialisme, les études postcoloniales
connaissent une très grande, deviennent très importantes. Elles deviennent très importantes, pourquoi? Aux États-Unis notamment, parce qu'on prend conscience, à partir des années, je dirais, 60, mais on prend conscience du racisme profond. Systémique. Non seulement systémique, mais de la dévastation que le racisme américain a exercé. Quand on prend conscience de ça, on fait aussi une sorte de télescopage entre le racisme à l'intérieur des États-Unis et les études postcoloniales. Puisqu'on peut dire, au fond, que ce sont peut-être deux événements ou deux structures historiques différentes. Non, on les voit comme une seule. Et donc, le postcolonialisme, précisément comme une façon de corriger et de comprendre et de mieux connaître l'histoire horrifiante de l'esclavage aux États-Unis, est devenu en fait un discours dominant, je dirais, dans les sciences humaines et sociales. Dans ce discours-là, Israël apparaît comme une société de colonialisme de peuplement. Elle semble correspondre de façon complètement schématique, puisque ce sont des Blancs qui arrivent dans une région. Pour ceux qui ne savent pas que les Juifs y étaient il y a très longtemps, bien avant en fait l'invasion même musulmane. Donc ce télescope, ces modèles, en fait, on télescope ces modèles et on va faire en fait d'Israël le paradigme de toutes les erreurs et tous les crimes en fait de l'Occident. Je pense que c'est quelque chose comme ça, de cet ordre-là, qui s'est passé, parce qu'autrement on ne peut pas expliquer un fait que je dirais presque mystérieux. C'est comment il est possible, au regard de toutes les horreurs qui se produisent aujourd'hui dans le monde, comment il est possible que Israël soit en fait le résumé et le symbole et le paradigme du mal absolu. Oui. Donc je vais même rajouter qu'à la limite, parfois quand je vois ces gens manifester, j'ai presque le sentiment de quelque chose de religieux. On a dans le sens de non seulement irrationnel, mais on a aussi le sentiment que qu'ils ont le sentiment que le salut de l'humanité dépend de la liquidation de l'entité sioniste. Comme une mystique qui s'est infiltrée là-dedans. Moi, je m'étais beaucoup intéressée dans un de mes livres à cette question genrée du pourquoi est-ce que pendant si longtemps les Juifs étaient identifiés au féminin. C'est dans des sociétés assez, on va dire, viriles. Le Juif était toujours représenté comme un peu une femmelette, avec un déhanché, un look de sorcière, quelque chose de pas très viril. Et dans le contexte actuel, c'est troublant de voir que les Juifs ont comme changé de sexe ou changé de genre. C'est-à-dire que très souvent, on considère que le Juif est associé au viril, aux soldats israéliens, aux muscles. Et c'est assez troublant de voir cette espèce de changement de registre qui a beaucoup à voir avec ce que tu viens de dire. Il y avait même des croyances au Moyen-Âge selon lesquelles les hommes menstruaient. Les hommes juifs. Les hommes juifs menstruaient, avaient des règles. Et alors peut-être qu'on pourrait peut-être attribuer à ça. Bon, de toute façon, on ne peut pas nier le fait que Israël est, du fait de la domination de l'armée et de la religion, est un pays où l'homme, en tant que tel, est extrêmement dominant, où la masculinité est très dominante. En plus, on n'a pas de modèle de guerre féminin. La guerre est par excellence un événement masculin. Et comme c'est un pays qui est en guerre et où l'armée joue un rôle important. Et que le sionisme a voulu rompre avec une certaine vulnérabilité diasporique qui a joué de l'autre côté de ce virilisme. Alors, tu as utilisé les mots, des ismes, comme colonialisme, souvent qu'on plaque sur le sionisme. Alors, je t'ai mis plein de mots là dans cette projection. Tu vois, j'ai mis plein de ismes, j'aurais pu en mettre plein d'autres. Sionisme, antisionisme, colonialisme, féminisme, tous ces mots. Pourquoi je les ai mis là? Parce que j'ai le sentiment qu'on vit une sorte de crise du langage actuellement. Il y a des mots qu'on utilise. On ne sait plus exactement ce que les gens veulent dire par là quand ils les utilisent. Même le mot féminisme, d'une certaine manière, quand les gens disent «
suis féministe, souvent on doit interrompre la conversation et demander aux gens, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là? La quintessence de ce malentendu ou de ce que j'appellerais peut-être un floutage de sens, c'est le mot sionisme. Il y a plein de gens qui l'utilisent dans un sens ou dans un sens opposé. On a l'impression que pour certains, c'est un badge d'honneur, pour d'autres, c'est un bras d'honneur, parfois c'est une insulte, parfois c'est une qualité. Je me souviens, tu t'en souviens peut-être aussi, de Linda Sarsour qui menait la marche des femmes aux États-Unis et qui avait déclaré il y a des années de cela que de son point de vue, on ne pouvait pas être sioniste et féministe, que c'était incompatible, ces deux ismes-là. Pour moi, ça a tout à voir avec cette espèce de confusion du langage dans lequel on se noie aujourd'hui. Donc je me demande si toi, c'est quelque chose que tu as analysé, cette question du langage. Peut-être je vais te poser la question de façon beaucoup plus personnelle. Est-ce que toi, sioniste et sionisme, c'est un mot que tu utilises pour te définir? Alors, ça dépend, bien sûr, je suis sioniste. Si par sioniste, sionisme, on entend être pour un mouvement d'autodétermination des Juifs et pour le renouveau national des Juifs, bien entendu. Mais je vais revenir sur ce que tu disais sur les mots, Crise du langage. Sur la crise du langage, parce que je pense que ce dont on a fait l'expérience, en tout cas ce dont moi j'ai fait l'expérience, c'est proprement, tu te rappelles au début de 1984 où le ministère de la Pensée fait répéter tout le monde la guerre c'est la plaie, l'esclavage c'est la liberté et l'ignorance est la force. Et en fait, on avait associé, si tu veux, cette façon de retravailler le langage avec les régimes totalitaires. Et ce qui s'est passé, c'est quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire une façon de subvertir complètement le langage et les mots en leur faisant dire exactement leur opposé, mais dans un régime démocratique. Donc ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est que quand tu citais Linda Sarsour, c'est que en fait, on fait deux choses. La première, c'est qu'on interdit l'association de deux mots ensemble. On ne peut pas être sioniste et féministe en même temps. C'est la raison pour laquelle beaucoup de groupes féministes, d'ailleurs, ont absolument complètement nié les violences sexuelles rares, d'une violence rare, qui se sont produites le 7 octobre. Et pourquoi? Parce qu'elles ne voulaient pas que le féminisme soit kidnappé, hijacked, pour la cause sioniste. Elle leur semblait être tout simplement une contamination insupportable. Ça, c'est une première stratégie. Tu as tout à fait raison. L'autre stratégie, c'est la stratégie qui a été inventée par les soviétiques. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si elle a été inventée, mais elle a été perfectionnée par les soviétiques. C'est l'association de mots. C'est, par exemple, les soviétiques avaient inventé le concept d'hitléro-bolchevisme, ce qui est quand même très fort. Et c'est un peu la même chose que les soviétiques ont fait. Depuis les années 50, les soviétiques n'ont pas arrêté de nous noyer de leur propagande qui associait par exemple le sionisme au racisme. Et donc, il y a un effet de répétition, et c'est là-dessus que la propagande fonctionne, c'est qu'à force de répéter quelque chose et des concepts, et d'associer des concepts, on subvertit le concept et on lui fait perdre son sens et on lui fait prendre le sens qu'on veut qu'il ait. Et c'est ça qui s'est produit. Donc on crée une porosité, en fait, complètement entre des notions et tout à coup, on crée un flou, une porosité. C'est plus qu'une porosité, en fait. C'est comme si tu veux, si on mettait un verre dans une pomme et que tout à coup, et que le verre travaille la pomme lentement jusqu'à ce qu'à la fin, tu ne vois que le verre. Il n'y a plus de pomme. Le verre mange toute la pomme qui est autour. Donc c'est plus qu'une porosité. C'est vraiment subvertir de l'intérieur un mot. Et je pense que c'est ça qui s'est passé avec le motionnisme, par exemple. C'est cette image, je pense, du verre et de la pomme est tout à fait adéquate. Qu'est-ce que tu penses? Alors justement, aujourd'hui, il y a des gens qui, parce que ce terme est devenu flou, disent peut-être qu'il ne faut plus du tout l'utiliser et refuser la discussion là-dessus, ou au contraire des gens qui disent non, on refuse de le laisser kidnapper par d'autres gens, continuez à nous définir comme sionistes, c'est pas parce que d'autres gens greffent un sens qui n'est pas le nôtre qu'on va les laisser kidnapper ce mot. Est-ce que tu crois que c'est une bataille qui mérite d'être combattue ou pas? Est-ce que tu penses que parfois les mots, quand ils sont justement contaminés, il faut les abandonner?
Ou alors est-ce qu'il faut s'y accrocher férocement? Alors, férocement, j'en sais rien, mais la bataille des idées et la bataille morale, c'est une bataille sur les mots. Donc, on ne peut pas juste abandonner le terrain. Parce que si tu abandonnes ce mot à d'autres, disons, c'est comme s'ils avaient finalement gagné la bataille. Alors, encore une fois, ça dépend ce qu'on veut dire par sioniste. Parce que Ben Gvir, je pense, se revendiquerait comme sioniste. Et il y a vraiment une situation, je dirais, très particulière, qui est vraiment propre au sionisme. Parce que qu'est-ce qui se passe en général quand tu as une idéologie nationaliste? Tu as une idéologie nationaliste, une nation est fondée, et souvent, peu de temps après, disons, le nationalisme devient moins important et on commence à avoir un État et à gérer un État. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé avec le sionisme. Le sionisme a continué à faire et à travailler la société israélienne bien après la création même de l'État. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que c'est une idéologie nationaliste entièrement légitime, une idéologie qui ressemble à beaucoup d'idéologies nationalistes pour l'autodétermination des pays africains, arabes, etc. Mais comme Israël a continué à être en guerre, cette idéologie nationaliste n'a pas pu se reposer en quelque sorte. Elle n'a pas pris un congé. Elle ne s'est pas absentée comme elle aurait dû l'être de la société israélienne. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui beaucoup de gens qui pensent qu'être sioniste, c'est par exemple vivre dans le Grand Israël, c'est-à-dire dans une Israël biblique qui inclurait la Cisjordanie et Gaza. Donc évidemment, pour moi, il ne s'agit pas du tout d'être sioniste comme ça. J'ai réfléchi, avant de t'inviter, à une image qui me ferait penser à toi. Oh, je suis curieuse. Et tout à coup, il m'est apparu une image, alors que tu vas découvrir maintenant. Je ne sais pas si tu vas t'identifier à ça. Non. Voilà. Je ne sais pas si tu vois sur cette image, on voit un petit bonhomme. Voilà, c'est un Lego. C'est Superman. Ouais, c'est Superman, tu vois, donc c'est plutôt flatteur pour toi quand même, Superman ou Superwoman. Mais je veux bien ce Superwoman. Ouais, alors Superwoman, je ne l'ai pas trouvé au féminin, mais tu vois, il est pris dans un étau, en fait, serré de part et d'autre, en essayant de tenir un chemin ouvert au milieu. La raison pour laquelle j'ai pensé à toi, c'est parce que, et on en a parlé très souvent dans l'année qui vient de s'écouler, cette année, tu as vécu quelque chose d'assez unique, Eva, mais je crois que tu le sais. Tu t'es trouvée prise en étau entre deux événements assez symboliques dans la même année. Tu as réussi à ce qu'une nomination au prix Israël soit annulée par un ministre. C'est pas la nomination, c'est le prix lui-même. Le prix lui-même, soit le prix Israël, qui est un prix extrêmement prestigieux évidemment en Israël, soit annulé parce qu'un ministre de l'Éducation israélien a jugé que tes positions étaient trop anti-israélienne, et simultanément, ou quelques mois plus tard, si je ne me trompe pas, tu as réussi à être désinvité d'un colloque à Rotterdam par des organisateurs qui jugeaient que parce que ton parcours était trop lié à l'université hébraïque, un parcours israélien, tu ne pouvais pas ou tu n'étais pas grata dans cet événement. Alors c'est assez phénoménal de cumuler, c'est presque comique en fait, avec un certain second degré, ce qui t'est arrivé. Comment est-ce que tu analyses cet étau dans lequel tu t'es retrouvé coincé? Alors certes, je pense qu'il y a d'autres gens qui ont vécu un peu ce que tu as vécu, mais ces deux événements que je viens de nommer sont quand même particulièrement emblématiques. En fait, tu n'es pas assez. En fait, on te reproche simultanément dans cet étau de ne pas assez soutenir l'éthos israélien ou un narratif actuel ou une politique, et simultanément, vraiment simultanément, on te reproche d'être beaucoup trop israélienne pour être cachère à un événement. Alors, on me reproche d'être sioniste, surtout, parce que non seulement je n'ai pas désavoué mon sionisme, mais je l'ai affirmé comme je ne l'ai jamais affirmé après le 7 octobre. C'est plutôt ça. Alors, je dirais, tu vois, pour réfléchir à ta question, qu'on ne se rend pas compte que les intellectuels juifs sont dans une situation, je crois, peut-être unique. Je me trompe peut-être, mais je crois que c'est assez unique. Pourquoi ? Parce que quand on est israélien, comme je l'ai été, et je le suis encore, on est dans un pays où les Juifs sont une majorité,
dans un pays qui exerce de la force pour se défendre, une force militaire, parfois trop forte et exagérée. Et de l'autre côté, quand on est juif et qu'on fait partie d'une minorité juive, on a parfaitement conscience de la vulnérabilité immense, à la fois objective et subjective, des juifs en dehors d'Israël. Donc, en fait, quand on est intellectuel, bon, j'aime pas ce mot, mais c'est le seul que j'ai là, il faut passer de l'un à l'autre, il faut passer de la conscience d'appartenir à un collectif où on est majoritaire et en tant que majorité, on exerce parfois, ou même souvent, un pouvoir injuste et brutal. Le recours à la violence. Exactement. Et de l'autre côté, quand on s'identifie aux Juifs, on est vraiment dans la position inverse. Donc en fait, il s'agit d'occuper deux positions qui sont finalement assez opposées l'une à l'autre, qui est à la fois d'avoir conscience de la force des Israéliens et donc de faire tout ce que les intellectuels ont souvent fait, c'est-à-dire de dénoncer la force et les injustices quand ils les voient, mais de l'autre côté, de se rallier aussi avec sa communauté quand on la sent menacée. Donc en fait, je pense que cet étau, si tu veux, c'est un étau qui reflète cette contradiction fondamentale de l'existence juive aujourd'hui. C'est une contradiction qui n'existait pas avant, avant qu'on ait un État en tout cas. Et donc, j'essaye de... En fait, un intellectuel, ça doit souvent, je pense, donc encore une fois, dénoncer ou être là où des gens ont peur, où des gens se sentent... non seulement ont peur, mais où des gens se sentent légitimés à exercer leur pouvoir de façon à faire peur aux autres. Donc si tu veux, je dirais que finalement, la continuité, c'est celle-là. C'est que quand je suis israélienne, comme je me sens faire partie des citoyens israéliens, comme je suis citoyenne israélienne, je fais attention au moment et à la façon dont cette société peut abuser et abuse de sa position. Et je fais la même chose, mais dans une position inverse. Quand tu es hors d'Israël. Quand je suis hors d'Israël. Oui. Ce que tu dis me fait beaucoup penser d'un point de vue biblique à la complexité de la position du prophète. Tu sais, dans la Bible, le prophète, quand il y a un roi en position, c'est-à-dire quand il y a une souveraineté, il doit critiquer le roi. Le prophète, c'est celui qui adresse une critique au roi. Mais quand le peuple est en exil, alors il doit être dans la nechama, dans le réconfort des siens. En fait, c'est un peu ce que tu décris. C'est à la fois dans la critique et dans le réconfort. Ça. Et on peut et on doit en fait tenir les deux positions. Les gens pensent que si on critique Israël, on ne peut pas avoir à cœur le sort des Juifs en diaspora et vice-versa. C'est faux. On peut et on doit tenir les deux positions. Ça m'amène exactement à une citation de toi que j'ai relevée dans une des interviews que j'ai lues. Et c'était dans la revue K, je crois que tu as parlé de l'amour d'Israël. Que aimer Israël, tu as dit, c'est s'opposer au régime inique de l'occupation et à ses dérives. Aimer Israël, c'est penser comment ce pays peut se dégager de la logique de guerre infernale dans laquelle il est piégé. En fait, c'est lié à tout ce que tu viens de dire maintenant. Et c'est un vrai sujet, je trouve, pour beaucoup d'entre nous, pour toi du côté intellectuel, moi du côté rabbinique, cette question de qu'est-ce que c'est aujourd'hui le Ahavat Israël ? Qu'est-ce que c'est l'amour du peuple d'Israël ? Ah oui, tu sais, ça me rappelle cet échange très célèbre en 1963 entre Gershom Scholem et Hannah Arendt après le procès d'Eichmann. Gershom Scholem, donc le grand spécialiste du mysticisme juif et de la Kabbale, et alors que les deux étaient très amis, il lui écrit une lettre où il lui dit il y a quelque chose dans la langue hébraïque ou dans la langue juive, je ne sais plus comment il dit, qui est indéfinissable, mais qui est très concret. Et c'est ce que les Juifs appellent Ahavat Israël, c'est-à-dire l'amour du peuple. Il ne parle pas du tout d'amour de la nation, mais de l'amour du peuple. Et il dit avec toi, comme avec beaucoup d'intellectuels allemands de gauche, il n'y en a aucune trace. Et très dur comme critique. C'est très très dur. C'est très très dur, mais elle lui a répondu aussi
elle lui a dit, tu as raison, je n'ai aucun amour de telle sorte, je n'ai jamais éprouvé d'amour pour les collectifs. Elle lui dit que ce soit l'Allemagne, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, ou que ce soit la classe ouvrière. Je n'aime que mes amis, lui dit-elle. Et elle dit aussi, elle rajoute, ce qui est assez beau quand même, et elle dit I belong, je l'ai lu en anglais, I belong to these people. J'appartiens à ce peuple. Donc, elle ne veut pas donner son amour, mais elle accepte, ce qu'elle dit, c'est que je participe complètement à ce peuple. Et je crois que c'était à peu près il y a 15 ans, quand j'avais lu cet échange, j'avais été du côté de Hannah Arendt. Et je la trouvais admirable dans son refus de se faire prendre en quelque sorte ou piéger par ce que j'appellerais la colle de la solidarité avec le groupe. Je dois dire que j'ai changé. Tu es devenue cholémienne. Je suis devenue cholémienne. Et qu'aujourd'hui, je pense que il y a quelque chose comme... Je ne sais pas exactement comment je définirais l'amour pour ton peuple. Je dirais que c'est une vigilance permanente à sa vulnérabilité. Et c'est la capacité d'avoir de la compassion pour ton peuple. De la compassion, mais la compassion pour moi c'est une émotion très intelligente. C'est pas du tout l'émotion qui fait que notre cœur saigne quand on voit quelqu'un qui souffre. C'est une émotion qui est intelligente parce qu'elle essaye de comprendre. Elle essaye de comprendre pourquoi notre peuple est dans la situation dans laquelle il est. Et donc je dirais aujourd'hui que j'ai Ahavat Israël dans ce sens-là, mais pas seulement. C'est-à-dire que je pense que, et je reviens à ta première question, sur le 7 octobre, j'ai, je pense, une plus grande compréhension ou une plus grande compassion pour ce combat obstiné que les Juifs mènent depuis des millénaires pour survivre. Alors c'est une transition parfaite pour moi. Tu disais que on parle de l'amour du peuple, aimer son peuple, c'est pas toujours facile. Parfois, il arrive que notre peuple ne soit pas très aimable. J'ai vécu une expérience, mais toi aussi tu en as vécu des similaires ces dernières années, d'être parfois attaqué par les nôtres. C'est-à-dire que tout à coup, tu as des critiques extrêmement fortes, parfois des insultes qui sont formulées par les nôtres, quoi que ce mot veuille dire. C'est particulièrement vrai sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de projeter maintenant une image qui est absurde en tant que telle, un message que j'ai reçu récemment sur les réseaux sociaux d'un juif identifié, j'ai enlevé son nom ici, mais un de nos coreligionnaires qui m'écrivait, voilà, traîtresse, tu devrais être à la morgue, sale pute. Tu remarqueras qu'il y a un petit problème d'orthographe ici, c'est souvent le cas dans ces insultes, sale pute avec 2 L. Bon, on peut presque en rire tellement c'est grotesque et violent. Mais j'avais envie quand même qu'on en parle toutes les deux. On a eu l'occasion d'en parler souvent dans des conversations entre nous, intimes, des coups de fil qu'on a pu se passer. C'est très compliqué cette modalité parfois très schismatique à l'intérieur de notre peuple, ces attaques, ces accusations de traîtrise qui reviennent, ces menaces. Est-ce que toi, tu as une méthode pour faire face à ça ou comment tu expliques en fait qu'on en arrive là, à s'envoyer ou à recevoir, dans mon cas, ce genre de message? Bon, déjà, je ne sais pas si c'est très différent de ce qui se passe en général sur les réseaux sociaux. Mais il est vrai que l'accusation de traîtrise, elle est particulièrement forte, objectivement, dans les communautés qui se sentent menacées et dans les communautés qui mettent un accent très fort pour survivre, notamment parce qu'elles sont petites, sur la solidarité. Solidarité, c'est une stratégie de survie. Et l'accusation de traîtrise, à mon avis, elle vient beaucoup plus exprimer une sorte de faiblesse intellectuelle. Et une peur existentielle. Non, je n'irais même pas jusque-là. Je dirais que l'accusation de traîtrise, c'est ce dont d'ailleurs le ministre, je pense, de l'Éducation
Je ne sais plus s'il m'a accusé de ça. Enfin, si c'était pas ça, c'était presque ça. Et on sait le poids d'un tel mot post-assassinat de Rabin. Je vais dire ça. On est un peuple multitraumatisé. Et je dis multitraumatisé, ce serait vraiment une litote. Un peuple qui a subi autant de traumatismes répétés ne peut pas ne pas développer des pathologies. Et une des pathologies qu'on a développées, entre autres, c'est précisément ce que j'avais appelé une sorte de maladie auto-immunitaire. Qu'est-ce que c'est une maladie auto-immunitaire? C'est le corps n'arrive plus à identifier les vrais pathogènes des faux. Et l'intérieur de l'extérieur. Voilà, et commence à s'attaquer lui-même. Et il croit que des cellules dans son organisme qui sont saines, il croit qu'elles sont malades. Et c'est dans ce processus-là que le corps commence à s'attaquer lui-même. Et moi j'ai envie de dire, quand je lis ça, que j'ai le sentiment d'une maladie auto-immunitaire. C'est-à-dire des gens qui n'arrivent plus du tout à distinguer les ennemis de ceux qui ne le sont pas, dans ton cas, des habits, qui confondent la cellule saine avec la cellule malade. C'est une image très, très forte. Dans les messages que j'ai reçus, heureusement pas toujours aussi dégueulasses et injurieux que celui-là, reviennent très souvent, à part les accusations de traîtrise, des mots comme juif de cour, enfin une accusation d'en fait que notre position critique hors d'Israël serait une volonté de plaire aux puissances locales, une volonté de conserver un carnet d'adresses, ou alors d'être, l'expression qu'on utilise parfois aujourd'hui, des juifs sublimes, un peu déconnectés de leur peuple ou voulant sauver leurs propres intérêts. Est-ce que c'est quelque chose qui t'étonne, ce genre de rhétorique récurrente? Non, d'abord, il y a une suspicion généralisée. Je dirais encore une fois, elle ne nous est pas propre. Il y a une suspicion généralisée que les gens pensent ce qu'ils pensent parce qu'il y a un intérêt derrière et parce qu'il y a des profits. Il y a un profit symbolique ou matériel, peu importe, derrière. Donc ça, c'est vraiment une pensée généralisée. Ensuite, il faut dire que les positions au sein du peuple juif sont extrêmement diverses. Elles vont des juifs qui appellent à la liquidation de l'État d'Israël et qui voient dans le projet sioniste une entreprise raciste et coloniale, à des sionistes nationalistes religieux qui pensent qu'il faudrait faire un nettoyage ethnique. On a en fait un éventail extrêmement grand de positions. Dans cet éventail, donc, je pense qu'on n'arrive plus véritablement à faire la distinction entre ceux qui sont en train d'œuvrer pour que Israël sorte de la crise morale dans laquelle ce pays est depuis déjà plusieurs années, et ceux qui veulent tout simplement liquider le projet sioniste et qui n'en dormiraient pas plus mal du tout si ce projet était liquidé. Est-ce que tu crois que la diaspora a un rôle particulier à jouer là-dedans? C'est la question classique de est-ce que la diaspora a le droit de parler ou doit être dans une retenue de parole, ne vivant pas la condition israélienne au quotidien? Je ne sais pas, de toutes les façons, la diaspora parle. Quel est le droit ou pas le droit, elle prend ce droit. Elle parle. Et alors je pense qu'évidemment, je ne dirais jamais à personne qui n'a pas le droit de parler. La question, ce n'est pas de parler, c'est de comment parler, et comment parler intelligemment. Et je pense que beaucoup de Juifs aujourd'hui font comme si Israël était la Suisse, en quelque sorte. Que c'était la Suisse, c'est-à-dire que c'était un pays qui jouissait d'avantages géopolitiques maximaux et qui choisissait de plein gré
de mener une politique de mener des guerres et de mener une politique brutale d'oppression des Palestiniens. Or, ce n'est pas le cas. C'est un pays qui est dans un conflit depuis un siècle. Et il faut analyser ce que Israël est en train de faire dans ces termes-là. Et non pas en appliquant à Israël, là je réponds à ta question d'avant, je ne pense pas qu'on puisse véritablement appliquer à Israël tout simplement des critères moraux, de façon simple. Évidemment, Israël, comme tous les autres pays, doit rendre des comptes sur son comportement. Et Israël est accountable devant la loi internationale. Ça, on ne peut pas y renoncer. Mais on ne peut pas non plus faire, encore une fois, comme si c'était la Suisse. Et que Israël jouissait de tous les avantages qu'un pays qui vit dans une sécurité parfaite dont il jouirait. Et c'est dans ce sens-là, je pense, qu'il faudrait, bien entendu, exercer un droit de parole, mais il faut que cette parole, elle soit intelligente, qu'elle soit comparative, par exemple. C'était d'ailleurs qu'on se demande toujours, qu'on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qu'un autre pays aurait fait dans cette situation. Est-ce que les actions d'Israël sont intelligibles ou inintelligibles, sont complètement inintelligibles? Qu'est-ce que les dirigeants se disent? Parce que sinon, si on ne fait pas ce travail-là, on rend Israël proprement monstrueux ce qu'il est devenu. Alors j'ai encore 2 images à te montrer. Ce qu'il est devenu dans l'opinion de beaucoup. Bien sûr, aux yeux de beaucoup de gens. Aux yeux de beaucoup de gens, voilà. J'ai encore 2 images que je voudrais partager avec toi. Une qui est d'actualité, j'ai envie de dire malheureusement d'actualité. On a beaucoup vu cette photo dans les journaux cette semaine, que tu vas voir apparaître maintenant. C'est l'anniversaire des 50 ans d'Itamar Ben-Gvir et sa femme qui lui apporte ce gâteau qu'on aperçoit sur le côté droit. Il y a le grand Israël sur ce gâteau dessiné, mais il y a surtout cette corde de pendaison qui rappelle évidemment la loi qui vient de passer à la Knesset. Je sais que tu t'es beaucoup exprimé ces dernières années sur Otzma Yehudit, sur ce parti, sur Ben-Gvir. J'ai relu, pour préparer cet entretien, un article que tu as écrit il y a 4 ans maintenant dans le journal Le Monde, où tu disais que, à tes yeux, Netanyahou représentait un populisme politique, mais que Ben-Gvir et son entourage étaient au-delà du populisme politique, et tu écrivais qu'il représente ce qu'on est bien obligé d'appeler, à contre-cœur, un fascisme juif. À mon sens, en 1922, il n'y a pas beaucoup de gens qui le disaient vraiment, qui utilisaient ces termes. Malheureusement, beaucoup d'indices te donnent raison 4 ans plus tard. Comment tu analyses la montée en puissance de ce mouvement et la place qu'il a aujourd'hui dans le débat politique israélien? Alors je dirais que pour moi, le fascisme, c'est une pratique, une idéologie aussi politique qui utilise la violence pour régler les désaccords et qui utilise la violence pour imposer son point de vue. Donc dans ce sens-là, pour moi, Ben-Gvir et Smotrich, peut-être encore plus Ben-Gvir, correspondent à cette définition, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'être violent pour eux vis-à-vis de ceux qu'ils perçoivent comme les ennemis, c'est-à-dire les Palestiniens, mais d'exercer cette violence au sein même de la société israélienne pour faire taire des manifestants, par exemple, en les tabassant, en les emprisonnant, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, si tu parles de ce gâteau, la corde, en bas de la corde, je crois, ou en haut, je ne sais plus, je crois que c'est en haut, sa femme lui a mis une phrase, elle lui a dit « Les rêves deviennent parfois une réalité ». Et en faisant ça, elle a volé, elle a pillé dans le vocabulaire du sionisme laïque classique, puisque c'était la phrase que Herzl avait écrite dans son pamphlet de 1898 Der Judenstaat. Im Tirzu. Voilà. Donc, si les Juifs le veulent,
ils réussiront à réaliser leurs rêves. Et donc ça, c'était une phrase qui était merveilleuse. La phrase de Herzl, elle était merveilleuse dans le sens où il promettait aux Juifs de pouvoir sortir de leur état d'abjection, puisque les Juifs étaient, on l'a vu après avec la Deuxième Guerre mondiale, étaient encore, certainement dans les parties est de l'Europe, ils étaient encore dans un état d'abjection totale. Et comme il l'a vu aussi dans les pays éclairés comme en France. Donc, ce que Ben-Gvir fait là, c'est qu'il pille et qu'il foule aux pieds ce qui a constitué le cœur même du projet sioniste, qui était de créer un État juif et démocratique. Les Juifs n'ont pas toujours réussi parfaitement, mais il n'y a aucune démocratie parfaite. Et quand on pense aux contraintes et à l'histoire de laquelle ils venaient, je trouve que ce qu'ils ont fait était remarquable en Israël à l'époque. Et ce que Ben-Gvir est en train de faire, finalement, c'est qu'il est en train de faire du sionisme ce que la propagande soviétique a dit depuis 50 ans de façon mensongère, c'est-à-dire qu'il est en train d'en faire une vérité. C'est-à-dire une idéologie raciste, anti-humaniste et je dirais anti-sioniste. Ouais. Moi, ce qui m'a troublée en regardant ce symbole par rapport au retournement de sens, c'est que moi, il m'a rappelé, je ne sais pas si tu te souviens, dans la Megillah de Purim, la femme de Haman, qui s'appelle Zeresh, vient trouver son mari en lui disant « Tu dois construire une potence qui servira à pendre Mordechai ». Et c'est très troublant de voir cette scène où une femme israélienne s'approche avec une potence de son mari, alors que bien sûr, il y a presque un renversement absolu des identités. Tu vois, comme à Purim, où on dit que Ad lo yada, que le juif devient le vilain et le vilain devient le juif. Il y a quelque chose qui est très troublant pour moi dans cette image. Peut-être pour conclure, et parce que cette conversation, elle s'appelle projection, je voudrais te demander, on a ici voilà, une longue vue, une question un peu impossible. Comment tu te projettes aujourd'hui dans l'avenir ? Comment tu vois les mois qui nous attendent ? Il y a plein d'échéances devant nous, que ce soit en Israël avec des élections peut-être au mois d'octobre ou en France avec des élections présidentielles l'année prochaine. Est-ce que voilà, quel est ton état d'esprit aujourd'hui et vers quoi tu te projettes ? Écoute, ça c'est, t'as raison, c'est une question difficile. Écoute, je vais me battre, je vais faire ce que je peux pour que ce gouvernement, qui est responsable dans sa négligence des événements du 7 octobre, et de beaucoup plus dans sa volonté de liquider la démocratie, je vais faire tout ce que je peux pour que ce gouvernement ne soit pas reconduit. Et je ferai tout ce que je peux pour à la fois comprendre et me battre contre les croyances irrationnelles qui ont pris corps et racines au sein de la gauche, et parce qu'elle nous laisse nus. Si tu veux, une gauche qui se disqualifie de cette façon nous laisse nus vis-à-vis des vrais dangers qui nous attendent. Je pense que l'humanité fait face à d'énormes dangers avec, je ne sais pas moi, le technocésarisme, le réchauffement climatique, les inégalités économiques qui n'ont jamais été aussi folles qu'aujourd'hui, la domination qui va en croissant de la Chine et de la Russie qui ont pour projet de non seulement déstabiliser et subvertir les démocraties, mais de mettre au pouvoir les extrêmes droites. Tout ça, ce sont des dangers
très grave. Et il faut se battre pour que la gauche se réveille, la gauche du monde entier, se réveille et comprenne où sont les dangers. Merci mille fois à toi, Eva, d'avoir participé à cette conversation. C'était merci un pour vrai tout ce que tu plaisir. fais. Merci.